Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine. Bitcoin, NFT, crypto-monnaie, de nombreuses technologies entraînent une révolution sociétale, que ce soit dans le monde de l'art mais aussi dans bien d'autres secteurs. Le problème, toutes requièrent une puissance de calcul importante, très énergivore. Alors comment réduire l'empreinte carbone de ces technologies? La réponse dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous a ramené une maquette d'un lanceur de nanosatellites. La version réelle sera 10 fois plus grande et devrait être opérationnelle d'ici 2024. L'art NFT, aussi appelé le crypto art, associe une œuvre d'art numérique à un certificat unique et infalsifiable encrypté dans la blockchain. C'est une révolution en soi car cela permet pour la première fois dans le monde digital de distinguer un original de ses copies et de lui conférer un titre de propriété. Ainsi, Mike Winkelmann, alias Beeple, a vendu cette œuvre, par exemple, à près de 60 millions de dollars en crypto-monnaie. Le problème, c'est que la technologie sous-jacente, la blockchain, a un coût environnemental significatif. Pour en parler, notre invité John Karp nous a rejoint. Bonjour John, merci beaucoup d'être là. Vous êtes donc le co-auteur de NFT Révolution et aussi le co-animateur du podcast NFT Morning sur Clubhouse. Bienvenue à vous. Pour en parler, notre invité John Karp nous a rejoint. Bonjour John. Vous êtes donc le co-auteur de NFT Révolution et le co-animateur du podcast NFT Morning sur Clubhouse. Bienvenue à vous. Alors, je viens de revenir sur ce concept qui paraît finalement assez éphémère. Beaucoup de personnes comprennent en effet l'intérêt de s'offrir une peinture, par exemple, de maître et de pouvoir jouir de la version originale chez soi, mais ils ont plus de mal à comprendre où est l'intérêt avec des œuvres digitales. Alors, pourquoi est-ce que les NFT sont une révolution et est-ce que c'est pas finalement une nouvelle façon de concevoir les choses? Alors, c'est complètement une nouvelle façon de concevoir les choses. Enfin, dire que c'est éphémère, pour moi, c'est une erreur parce que c'est une révolution qui va nous impacter pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Concrètement, on est devenus des êtres digitaux. On interagit beaucoup plus finalement avec les autres via des réseaux sociaux, via des vidéo calls ou des emails que dans la vraie vie. On consomme par Internet. Donc avoir finalement des signes extérieurs de richesse qui soient aussi numériques, pour moi, ça me paraît être la suite logique. Être propriétaire finalement de ces assets digitaux, ça me paraît tout aussi logique. Donc finalement, aujourd'hui, par exemple, dans Fortnite, dans les jeux vidéo, les jeunes déjà, ils dépensent plus de 2 milliards par an juste en vêtements, en veste, en casquette, pour être identifiés par leurs copains comme tels. Et je pense que demain, quand on fera un Skype ou quand on discutera avec les personnes avec qui on discute, on sera content, au lieu d'avoir une plage hawaïenne, d'afficher aussi finalement une partie de notre identité parce qu'on passe beaucoup de temps dans ces univers. Pour revenir à ces toiles de maître, un artiste comme Beeple, il faut comprendre que ça fait 20 ans qu'il est connu dans la place, qui fait une performance artistique qui depuis plus de 15 ans est reconnue comme extrêmement importante et jusqu'à présent il ne pouvait pas vivre de son art. La révolution grâce au NFT, c'est que maintenant il peut en effet vendre son œuvre comme l'ont pu le faire tous les artistes. Et du coup des personnes comme Beeple ou comme d'autres comme Pac, Feocious ou d'autres sont les artistes de notre époque. C'est toujours les artistes qui comprennent la tendance de l'époque qui deviennent les Delacroix, les Picasso, les Banksy, les Basquiat de demain. Donc, quand on est aujourd'hui à un temps T, en effet, on peut se poser des questions, mais vous pouvez être persuadé que dans 30, dans 40, dans 50 ans, on regardera ces personnes-là comme des pionniers. Très bien. Et pendant longtemps, finalement, le monde artistique a été un petit peu réticent à utiliser les NFT parce que, justement, ils sont réputés polluants. Mais récemment, JR, par exemple, a sauté le pas avec une méthode beaucoup plus green. De quoi s'agit-il ? Alors, il faut comprendre, sans rentrer dans la technique, que ces NFT reposent sur une grande base de données qu'on appelle la blockchain. La blockchain historique, c'était la blockchain qu'on appelle Ethereum. Donc, c'est une base de données qui est en effet consommatrice en énergie. Pour pouvoir inscrire votre information dans la blockchain, il va falloir plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs pour écrire que vous avez bien acheté telle œuvre à tel prix à tel moment. Plus récemment, il y a quelques années, il y a des nouvelles blockchains qui ont émergé, comme celle que JR a utilisée, qui s'appelle la blockchain Palm, qui finalement, pour faire très simple, s'appuie sur un nouveau protocole qui s'appelle Proof of Stake, qui prouve finalement votre transaction, mais au lieu d'utiliser plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs, ça va en utiliser un seul. Et du coup, la consommation d'énergie va être 100 000 fois moins importante, ce qui fait qu'on parle justement de green NFT. Merci beaucoup, John Karp. Et on continue à en parler avec notre journaliste tech, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Bonjour, merci infiniment d'être là. Bonjour, Julia.
Alors, on a parlé de l'empreinte carbone de ces crypto-monnaies. Partout dans le monde, d'ailleurs, on se creuse la tête pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone de la blockchain. D'abord, on peut récupérer l'énergie. Oui, l'énergie des data centers, Julia. Et il y a une initiative extrêmement intéressante, originale de l'entreprise Lonsdale Energy Corporation, qui utilise en fait l'énergie, l'électricité, la chaleur dégagée par les data centers pour chauffer pas moins de 100 habitations. C'est à Vancouver, à l'ouest du Canada. À l'est, au Québec, eh bien, une ferme se sert de cette chaleur pour faire pousser des fraises. Alors, on essaye aussi de réduire évidemment l'énergie qui est créée par les data centers qui accueillent justement toutes ces données que l'on utilise dans la blockchain. Oui, alors direction cette fois-ci le Salvador, qui a décidé d'utiliser une partie de la chaleur dégagée par le volcan Santa Ana. On va utiliser la géothermie, on va transformer cette énergie en électricité, et cette électricité va, elle, nourrir cette fois-ci les data centers. On est de plus en plus économe, d'autant que le Salvador compte pas moins de 200 volcans actifs. Alors, il y a un autre projet, cette fois-ci, de créer tout simplement une toute nouvelle blockchain. Oui, alors, Julia, il y a déjà plusieurs blockchains qui fonctionnent sur des algorithmes économes en énergie, qui nécessitent moins de puissance de calcul. Et on attend avec impatience la nouvelle version d'Ethereum, qui est sur le point de terminer son déploiement. On attend ça d'ici fin 2023. Et ça pourrait réduire de 99% l'impact environnemental de cette blockchain. Cette blockchain Ethereum, elle est au cœur, vous savez, de la création des NFT, comme on vient de le voir. Et comme l'explique l'artiste et ingénieur Memo Acton, un NFT peut avoir une empreinte carbone équivalente à ce que produit une voiture à essence pendant plus de 1000 km. Bref, il y a vraiment des progrès à faire. Merci beaucoup, Guillaume. Passons à présent à une toute autre actualité. La Chine a bien effectué un test de missile hypersonique en août dernier. L'information a été confirmée par le plus haut gradé américain, le général Mark Milley. Il a reconnu que le Pentagone avait été pris par surprise, comparant ce test au lancement en octobre 1957 par l'URSS du premier satellite artificiel Sputnik. Un test qui avait lancé la course à la conquête spatiale. Les explications de David Gilbert. Des missiles nouvelle génération pouvant aller à plus de 6000 km/h, soit 5 fois la vitesse du son. Ce modèle avait été présenté il y a 2 ans par Pékin à l'occasion des 70 ans de la République populaire de Chine. Son successeur aurait été testé à 2 reprises pendant l'été. L'information a été rendue publique le 16 octobre par le Financial Times, poussant Washington à réagir. Nous sommes clairement préoccupés par les progrès de la Chine sur certains équipements. Nos propres avancées en matière d'équipements hypersoniques sont réelles et tangibles. Une nouvelle course à l'armement semble bien avoir démarré entre les grandes puissances. Ces missiles hypersoniques sont dotés de capacités nucléaires, atteignent une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure et sont surtout capables de planer en orbite avant de retomber sur leur cible, donc a priori indétectables par les systèmes de défense. Les États-Unis ont reconnu avoir échoué à propulser l'un de leurs modèles la semaine dernière en Alaska. Le missile chinois, lui, aurait raté sa cible d'une 30aine de kilomètres après avoir fait le tour complet de la Terre. Même si Pékin n'évoque qu'un test de routine d'un véhicule spatial et renvoie la balle aux Américains. Les États-Unis sont le premier pays au monde à conduire des recherches en matière d'armes hypersoniques. Malgré ces invectives entre Pékin et Washington, c'est pourtant la Russie qui semble la plus avancée en termes de développement de missiles hypersoniques. Au début octobre, elle a annoncé 2 essais réussis d'engins d'une portée de 1000 km. D'autres prototypes pourraient relier Moscou à New York en moins de 15 minutes. D'autres pays comme la France, l'Inde, l'Australie, le Japon ou le Royaume-Uni développent également des programmes d'armement hypersonique. La Corée du Nord a affirmé avoir testé une fusée de ce type en septembre. En plateau cette semaine, nous avons la maquette d'un lanceur de nanosatellites. La version réelle sera 10 fois plus grande et devrait être opérationnelle d'ici 2024. C'est d'ailleurs le premier lanceur français, 100% français, lanceur de nanosatellites depuis 1975. Guillaume, quand vous êtes à côté de cette fusée, vous avez un petit air de Tintin. Ouais, en tout cas, j'ai envie de parcourir le monde, ça vous le savez, Julia. Alors, cette fusée qui s'appelle Zephyr et qui sera fabriquée à Reims, c'est assez original pour le signaler, à partir de 2024, qui pourra porter jusqu'à 4 à 6
nanosatellite à 500 km autour de la Terre, eh bien, il faut imaginer qu'elle pourra porter pas moins de 70 kg. Elle ne va pas nous faire le tour de la Terre, mais elle nous permettra d'observer la Terre et surtout d'amener des nanosatellites en orbite. Et justement, à quoi vont servir ces nanosatellites ? Alors, les nanosatellites, Julia, ils servent absolument à tout. Ça peut servir pour les télécoms, ça on le sait déjà. Ça peut servir pour observer l'agriculture. Ça peut même servir, il y a une start-up bretonne très rigolote qui s'appelle Unseen Labs, qui va se servir des images récoltées par les nanosatellites pour détecter des bateaux pirates. Bref, les nanosatellites font vraiment partie de notre quotidien aujourd'hui. Alors Guillaume, nous avons aussi en plateau cette semaine un autre moteur, cette fois-ci imprimé en 3D. Oui, alors il porte le nom de Navier, c'est un hommage au mathématicien français Henri Navier, et ce moteur, cette maquette en fait qui est en taille réelle, elle va s'appuyer sur le kérosène et l'oxygène liquide pour faire décoller cette fusée. Mais je voulais surtout vous signaler une autre initiative très intéressante qui nous vient de Hybrid Propulsion Space. C'est une autre start-up qui, elle, met au point des moteurs qui peuvent porter jusqu'à 300 kg et qui sont réutilisables. C'est très important quand on voit la multiplication des débris dans l'espace pour faire rimer exploration spatiale et protection de l'environnement. Merci beaucoup Guillaume. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais c'est aussi la toute dernière édition de Tech24 dans ce format hebdomadaire. L'émission s'arrête, mais toute l'équipe de Tech24 reste mobilisée. Guillaume Gralet, Marjorie Paillon et moi-même continuerons à décrypter pour vous tous les sujets tech et sciences, mais cette fois-ci de manière quotidienne. Merci beaucoup Guillaume pour votre bonne humeur, pour votre pédagogie. Merci beaucoup Julia, merci Marjorie, merci à toute l'équipe. Et puis, bien, je vous laisse tout simplement en compagnie de Marjorie Paillon qui a présenté cette émission sur le canal francophone pendant plus de 10 ans. Merci à vous tous et merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci infiniment Julia, merci au meilleur des sparring partners Guillaume Gralet, du magazine Le Point bien sûr. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible Tech24 pendant toutes ces saisons, de la production au chef d'édition, en passant par les reporters, les correspondants et correspondantes et aussi les équipes de régie. Merci surtout aux innovatrices et aux innovateurs qui nous ont fait confiance pour les mettre à l'honneur. On continue bien évidemment à parler de tech ensemble sous d'autres formats dans quelques jours. Et souvenez-vous, restez connectés.